9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS, le magazine de votre santé sur Beurre FM, bonjour et bienvenue. Et nous allons parler de votre intelligence ce matin avec mon invité Sébastien Vaumoron. Bienvenue sur Beurre FM. Bonjour. Vous êtes praticien, vous n'êtes pas neuropsychopraticien? Non, pas neuro. Vous n'avez pas rajouté neuro devant? Non, j'ai pas rajouté neuro. C'est un peu la mode, hein? Oui. Oui. Vous publiez Test de QI et Que faire après aux éditions Tom Pouce. Alors, un mot sur l'éditeur, hein, Tom Pouce. C'est un éditeur spécialisé dans la publication d'ouvrages destinés à venir en aide aux élèves qui souffrent de troubles des apprentissages. Oui, au sens large, oui. Donc, c'est un éditeur qui est destiné aux familles. C'est pas destiné aux professionnels en particulier. C'est vraiment fait pour les familles aussi. Et il y a une publication de livres pour les troubles dyslexiques, la dyspraxie, le haut potentiel, l'autisme, etc. Ouais. Voilà, ils sont vraiment spécialisés là-dedans. Oui. Donc vous publiez Test de QI et Que faire après. Ça part, et vous me l'avez expliqué tout à l'heure, d'une interrogation que les parents ont. Souvent, les parents vont faire tester leur enfant, ils leur font passer un test de QI, ils se disent, mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, c'est ça, ouais. L'idée du livre, en fait, est venue après des conférences depuis quelques années, où à la fin, des familles viennent me voir, et puis ils me disent, bah voilà, on a fait faire un test de QI à notre enfant, et on fait quoi maintenant? On fait quoi après? Et donc, à chaque fois, je réponds aux familles, et puis un jour, je me suis dit, mais pourquoi pas en faire un livre, puisque ça répondrait vraiment à une question que les gens se posent, oui. Un livre à ne pas lire par les personnes qui envisagent de passer un test de QI. Pourquoi? Ça peut perturber les gens qui passent le test? Oui, parce que dans le livre, donc les épreuves sont expliquées globalement. Il n'y a pas la réponse aux questions, etc. Ah non. Mais c'est pas un livre d'entraînement, par exemple, pour s'entraîner à passer les. Voilà, ouais. Mais il y a des explications sur certains pièges qu'il peut y avoir dans les épreuves, et donc mieux vaut passer un test de QI sans avoir lu de livre dessus, quel que soit le livre. Arriver un peu vierge. Ça influence le résultat? Ça peut influencer, oui. Ouais. J'ai vu par exemple que vous dites que le stress, cette idée reçue, n'influence pas le résultat d'un test de QI. Si. Non, le stress peut influencer, évidemment, comme toute épreuve, comme un oral, etc. Simplement. Comme un examen, voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, tout à fait. Ça peut influencer. Par contre, c'est pas parce qu'il y a des écarts de performance entre certaines épreuves que c'est forcément dû au stress. C'est là où il faut faire la différence. Ouais. Alors, le QI, c'est un sujet fascinant. Dès que vous commencez à utiliser ou à ouvrir la discussion dans un groupe, tout le monde y va de son commentaire. En gros, en France, est-ce que les gens savent quel est leur QI? Le QI, c'est donc quotient intellectuel. Hein. Ouais. Donc les gens, la population générale, si vous interrogez des gens dans la rue, je pense qu'ils ne savent pas quel est leur QI. Ce qu'on voit, c'est que souvent des gens qui ont un QI plutôt élevé, au-dessus de la moyenne, pensent être tout à fait dans la norme. Ou le savent et savent leur QI. Alors il y a des gens aussi qui savent, qui sentent, qui sont avec une intelligence supérieure à la norme. Et qui le mettent en avant. Ouais. Mais est-ce que c'est parce qu'on pense qu'on est intelligent qu'on a un QI élevé? Pas du tout. D'accord. Non. Parce que là, on est en train de parler du test de QI, c'est ça, tout à fait, le quotient intellectuel. Donc, qu'est-ce que ça mesure que ce test? Donc, il y a 3 tests dans l'échelle de Wechsler. Il y a 3 tests pour des âges différents. Donc, il y a un test pour les enfants tout petits qui démarre à 2 ans et demi. Et qui va jusqu'à un peu plus de 7 ans. Il y a un deuxième test qui est le WISC-5, qui est le test probablement le plus passé, qui démarre à 6 ans et qui va jusqu'à la veille des 17 ans. Et puis après, on a un test adulte qui démarre à 16 ans et qui va jusqu'à l'âge de la vieillesse. Jusqu'à 79 ans. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'à 80 ans, c'est fini, on ne peut plus tester son QI. Écoutez, je doute qu'entre 79 ans et 81 ans, il y ait un changement fondamental de l'évolution de l'intelligence. Par contre, il peut y avoir, comme à tout âge, des troubles cognitifs qui apparaissent, des maladies, etc. Voilà, donc vous l'avez cité tout à l'heure, l'inventeur donc du test le plus utilisé dans le monde pour mesurer l'intelligence, c'est David Wechsler, qui est un Roumain. Voilà. Donc il y a 3 tests en fait. 3 tests donc en fonction des âges. Oui, ils sont tous les 3 à peu près bâtis sur les mêmes formats, les mêmes types d'épreuves. On mesure les mêmes, sauf à l'âge de 2 ans et demi où il y a des fonctions comme la mémoire qu'on ne teste pas. Mais autrement, ils sont à peu près bâtis sur les mêmes types de logique et de mémoire et de vitesse de traitement, adaptés en fonction des âges. Donc, qu'est-ce que ça mesure, un test de QI? Si on prend le WISC-5, qui est celui qu'on fait le plus passer entre 6 ans et la veille des 17 ans,
Eh bien, on a 2 épreuves de logique verbale, on a 2 épreuves de logique spatiale, donc qui ont plutôt tendance à ressembler à de la géométrie. On a 2 épreuves de raisonnement fluide qui sont des suites d'images qu'il faut compléter. Et puis, on a des épreuves de mémoire auditive, donc auditive à court terme et de travail. Et puis, une épreuve de mémoire visuelle. Et on a 2 épreuves de vitesse de traitement. Donc, en tout, il y en a 10. Voilà, il y a 10 épreuves qu'on appelle des subtests. Voilà, des subtests qu'on fait passer, qui sont les 10 subtests obligatoires. Et on va donc évaluer le fonctionnement de la logique, de la mémoire, de la vitesse de traitement avec ces épreuves-là. Donc, on obtient une note. Alors, on obtient un nombre de points. Dans l'épreuve, il y a différentes questions. On démarre avec des questions simples et on va vers les plus complexes. Donc, les questions les plus simples démarrent avec un âge d'environ 2 ans et demi, 3 ans, même chez le test adulte, puisque le test permet de diagnostiquer aussi la déficience intellectuelle chez l'adulte. Donc, on démarre avec des questions de l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, et on va de plus en plus dur, comme ça, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, jusqu'à un niveau très élevé, où il y a environ 2% de la population qui arrive seulement à résoudre ces questions-là. Qui termine le test, voilà. En fait. Voilà. Alors, qui termine pas forcément le test, parce qu'un enfant de 8 ans va pas jusqu'au bout de l'épreuve. Mais il atteint un niveau qui n'est atteint quand il est au maximum que par moins de 2% de la population de sa tranche d'âge. Alors, on obtient donc une note. Qu'est-ce que c'est cette note ? C'est une addition ? C'est une moyenne ? C'est quoi ? Alors, la première note qu'on obtient, c'est ce qu'on appelle une note brute. C'est le nombre de points gagnés dans l'épreuve. Donc, cette note brute, si on gagne par exemple 15 points de note brute à 8 ans, ça ne veut pas dire la même chose que si on gagne 15 points de note brute à 12 ans ou 15 ans. Donc, on va la convertir en fonction de l'âge de l'enfant. Et à ce moment-là, on va obtenir une note qu'on appelle standard, qui est standardisée. Voilà. Et donc, la note qu'on retient, c'est la note standard. Voilà, qui, elle, peut être comparée, que l'on ait 8 ans, 12 ans, 15 ans, c'est une comparaison possible puisqu'elle est standardisée. D'accord, mais c'est une addition, c'est quoi ? Alors là, on va donc additionner le nombre de points gagnés par le nombre de bonnes réponses données, et c'est converti en fonction de la tranche d'âge. Alors, on fait une... Ouais, il y a une conversion qui se fait, alors on a des tableaux... Une conversion. Voilà. Alors, on obtient une note qui va de combien à combien ? Alors, la note standard va de 1 à 19, et la norme de la tranche d'âge, pile, c'est à 10. Quand on a 10 sur 19, c'est qu'on est exactement dans la norme de la tranche d'âge. C'est un peu comme une courbe de croissance, où vous avez au milieu la courbe de la tranche d'âge. Et puis, la moyenne plus large, pas pile dans son âge, mais la zone de la normalité, la zone de la moyenne, elle est entre 8 et 12. D'accord, mais quand on demande à quelqu'un quel est ton QI, il vous dit jamais 10, il vous dit oui. J'ai 130, j'ai 140. Voilà, alors ensuite on va additionner. Mazora qui réalise l'émission, elle a 150, donc en fait, mais personne vous dit j'ai 10. Non, voilà. Donc là, la note standard, c'est la note à chaque épreuve. Et ensuite, on va additionner les épreuves, on va obtenir une somme de notes standards qu'on va convertir, et là on va voir un score de QI, de quotient intellectuel, qui va de 40 à 160. D'accord. Et la norme, elle est entre 90 et 110. C'est-à-dire qu'il y a 50% de la population qui obtient un QI entre 90 et 110. C'est la norme. C'est-à-dire que ça, c'est le gros, enfin voilà. Voilà, c'est le centre de la population. Ça serait la moyenne. Oui, tout à fait. En quelque sorte, c'est la moyenne, voilà. Tu as vu qu'il n'y avait pas de QI de 90, on passait de 89 à 91. Oui, parce qu'en fait, comme c'est pour ça qu'on vous dit de 90, c'est... Oui, c'est bizarre. Hein. C'est bizarre. Donc ça serait de 91. Voilà, oui, voilà. C'est parce qu'en fait, comme on additionne la note standard de 7 épreuves, eh bien, on n'obtient pas forcément un nombre qui correspond juste par rapport au QI. Voilà. Tout ça, c'est des tableaux de conversion qui donnent les chiffres. Oui. D'accord. Et ensuite, donc, les gros QI, comme on dit aujourd'hui, si on peut parler comme ça, c'est... Donc, on considère le haut potentiel intellectuel à partir d'un quotient intellectuel supérieur ou égal à 130. Voilà. Alors, il y a des gens qui obtiennent non pas un quotient intellectuel supérieur ou égal à 130, mais simplement ce qu'on appelle un indice. Donc, un indice, c'est un domaine de logique. Par exemple, la logique verbale, il y a 2 épreuves. Et la somme de ces 2 épreuves va permettre de calculer l'indice de compréhension verbale. Et donc, lui, il peut être au-dessus de 130, mais par exemple, si cette personne a des difficultés dans la logique, elle peut avoir une épreuve de logique plus basse. Donc, le QI, en lui-même, il est c'est une sorte de moyenne de 7 épreuves pour le WISC 5. Et dedans, on peut avoir des épreuves qui sont avec des résultats très élevés et d'autres beaucoup plus basses,
voire vraiment en dessous de la moyenne ou dans la moyenne. Pourquoi si on passe 10 épreuves, on a une moyenne de 7 épreuves? Alors, dans la version précédente, le WISC 4, on passait 10 épreuves et on gardait les 10 épreuves pour faire le calcul du QI, ce qui paraît logique, ça paraît normal. Et donc, les chercheurs qui ont travaillé à la version 5 ont considéré qu'il y avait des épreuves qui étaient moins impactantes dans le calcul du QI, donc ils les ont retirées. Est-ce que ça change quelque chose? Oui, bien sûr. Ah oui, ça change tout. Parce qu'en fait, si vous voulez, comme il y a 3 épreuves qu'on ne retient pas, dans le calcul du QI. En fait, si on prend un exemple par exemple de vitesse de traitement, il y a 2 épreuves. Sur les 2 épreuves, une est retenue et pas l'autre. Si on obtient un score très élevé à celle qui est retenue, ça va augmenter le QI. Et si on obtient un score très bas à celle qui n'est pas retenue, ça se voit pas dans le QI. Par contre, si c'est le contraire, si on obtient un score très élevé à l'épreuve qui n'est pas retenue pour le calcul du QI, et qu'on obtient un score très bas à l'autre, parce qu'on a un trou neurovisuel par exemple, eh bien le QI va être abaissé. Alors que l'autre épreuve de vitesse est très élevée. Donc oui, ça change, évidemment, oui. Donc le QI, il est à prendre vraiment avec des pincettes. Est-ce que c'est, pardon de vous couper, mais est-ce que vous appelez un biais, par exemple? Oui, tout à fait, oui. Voilà, oui. Donc, alors, est-ce que vous relevez, vous, dans votre livre, toute une série de biais, par exemple voilà, c'est pas un livre sur le QI, c'est un livre qui explique finalement comment prendre en compte ce chiffre du QI. Oui, oui. C'est un livre qui est destiné vraiment aux familles et aux enseignants. C'était vraiment la première démarche. Le docteur Alain Pouet, qui a fait la préface, s'adresse aussi aux professionnels. Beaucoup d'orthophonistes, par exemple, sont intéressés parce que les orthophonistes tout le temps confrontés à des tests de QI que leurs patients passent, et elles n'ont pas toujours toutes les clés pour les comprendre, mais il est destiné aux familles, en priorité aux enseignants. Donc les épreuves sont expliquées et les biais évidemment sont expliqués, mais aussi l'analyse. Quoi en faire après? Quels sont les indicateurs, les indices qui vont nous permettre de faire des suspicions après de troubles soit dysgraphiques, de dyslexie ou autre. Parce que voilà, c'est ça que ça veut dire aussi, c'est que derrière un chiffre, il y a autant de réalité que de gens qui passent les tests finalement. Oui, tout à fait, oui. C'est-à-dire que deux individus à 130, c'est pas du tout les mêmes. Exactement. Vous pouvez avoir quelqu'un qui finalement a un QI élevé de 130, mais qui par exemple, au niveau de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle ou ses qualités relationnelles dans la vie, peut être un handicapé à ce niveau-là. Tout à fait. Alors, l'intelligence émotionnelle, les interactions sociales sont pas mesurées dans le test de QI. Je vous en parle parce qu'aujourd'hui, je dis pas que c'est à la mode, mais c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Oui, alors notamment avec tous les troubles du spectre autistique. Effectivement, il y a d'autres bilans qu'on peut faire passer en complément pour mesurer la perception sociale, par exemple. Donc ça vient compléter le test de QI pour l'analyse. Donc, dans l'analyse du test de QI, quand on a un chiffre à 130, par exemple, donc au début de la précocité intellectuelle, eh bien, derrière, on peut avoir des résultats à chaque épreuve totalement hétérogènes et totalement différents d'une personne à l'autre. Et pourtant, les deux peuvent avoir 130. Donc, 130, ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'on atteint un niveau de difficulté complexe, mais il faut aller voir chaque épreuve pour voir ce que le fonctionnement cognitif de la personne a permis de réussir ou ne pas réussir. Donc un enfant qui a un QI de 130, on va dire que c'est un surdoué. Enfin, oui, voilà. Même si aujourd'hui le mot surdoué n'est plus employé, même précoce maintenant. Précoce, moins oui, parce qu'en fait vous n'aimez pas, par exemple, le mot précoce, c'est un mot que vous validez pas. Oui, voilà. Alors d'ailleurs, c'est plus tellement utilisé le mot de précoce. Alors dans le langage courant, on utilise encore la précocité. En fait, un enfant qui est précoce, c'est un enfant qui a 8 ans, résout des problèmes de logique ou de mémoire, par exemple, de l'âge de 12, 11, 12, 13, 14, 15 ans. Quand il a 30 ans, il résout pas des problèmes logiques de 35 ans. Donc on n'est pas précoce. Alors évidemment, quand on a 8 ans, quand on est enfant, on est en avance sur le développement des autres. Mais quand on est arrivé à l'âge de 30 ans, eh bien on fonctionne avec un fonctionnement différent. Voilà, plus complexe peut-être ou différemment complexe, mais on n'est plus en avance sur les autres. Donc c'est pour ça que le thème de précocité n'est pas tellement adapté. C'est un peu comme les fruits et les légumes, si vous voulez. Quand vous avez des cerises précoces, elles sont mûres mi-mai. Puis quand vous avez des cerises qui sont tardives, elles sont mûres mi-juillet. En fait, quand elles sont mûres, elles sont mûres. Voilà. Dans le fonctionnement intellectuel, c'est pas pareil. Il n'y a pas un moment donné où on est précoce et après on devient mûr comme les autres. On reste toujours avec cette précocité, même quand on est adulte. Donc le terme de précoce, d'être en avance, n'est pas très judicieux. Donc ça a été remplacé. C'est marrant parce que les parents d'aujourd'hui pensent que les enfants d'aujourd'hui sont plus précoces que leur génération. Alors ça, je sais pas. C'est très compliqué parce que en fait, d'un côté, on a ça. Alors il y a aussi le fait qu'on
fait passer plus de tests qu'autrefois. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les gens se testent plus. Oui, donc il y a une population plus importante à être testée, donc on en détecte plus. Et en même temps, la recherche semble montrer que le QI général baisse. Parce que, et là il y a beaucoup de recherches médicales autour de ça, avec des perturbateurs endocriniens qui affectent la thyroïde et qui font que le développement du cerveau, dès la vie fœtale, est affecté par ces problèmes de produits chimiques dans l'environnement. Et donc certaines études iraient plutôt dans le sens où on a un QI qui baisse. Voilà. Alors d'un côté, on voit de plus en plus d'enfants précoces, probablement parce qu'on en diagnostique plus, c'est-à-dire qu'on fait passer plus de tests qu'avant. Mais la recherche, elle irait plutôt dans le sens où le QI général de la population serait en train de baisser. Il y a eu un documentaire qui est passé il y a quelque temps qui s'appelle Demain tous crétins, où ils expliquent bien ces problèmes liés à l'environnement. Ouais. C'est pas parce que vos enfants aujourd'hui arrivent à faire démarrer un ordinateur très rapidement qu'ils ont un QI plus élevé que la génération précédente. Non, ils sont très intuitifs et ils sont nés avec. Bien, on parle du QI ce matin. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez le faire. Le standard est à votre disposition. 0153, pardon. C'est mon QI qui bug. 0153 48 3000 et Sébastien Vaux-Mauron est notre invité ce matin. Il vient parler de tests de QI et que faire après aux éditions Tom Pouce. À votre santé revient dans un instant. 9h-10h, à votre santé avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, c'est passionnant d'avoir un professionnel du QI, du quotient intellectuel. On peut lui poser plein de questions. Mon invité ce matin est Sébastien Vaux-Mauron. Vous écrivez test de QI et que faire après, comprendre pour mieux agir, guide pratique d'interprétation. Alors il y en a beaucoup des tests. Il y a des cas concrets dans votre livre. Il y a une vingtaine de ce qu'on appelle des cas cliniques, c'est-à-dire des personnes que j'ai testées et dont j'ai présenté les résultats du test et expliqué où étaient les points forts et puis les difficultés surtout, puisque la plupart du temps, les gens viennent faire un test de QI, soit pour eux quand ils sont adultes, ou soit pour leurs enfants quand ils sont jeunes, et bien pour résoudre des problèmes. On va pas faire un test de QI quand tout va bien. En général, quand l'enfant a 10 ans, on va faire un test parce qu'on se pose des questions. Quelle définition est-ce que vous donnez, vous, au quotient intellectuel ? Le quotient intellectuel, c'est vraiment... Alors, il y a 3 niveaux, en fait. Il y a le résultat qu'on obtient à une épreuve de logique, de mémoire et de vitesse. C'est ce résultat-là, moi, qui m'intéresse le plus parce que c'est dans l'épreuve même qu'on identifie les difficultés et les facilités. Et puis après, il y a ce qu'on appelle un indice, où on va associer 2 épreuves, les 2 épreuves de logique verbale, les 2 épreuves de logique spatiale, etc. Et après, on a le QI. Et le QI, c'est une moyenne des résultats de tout ça, une sorte de moyenne des résultats de tout ça. Donc le QI, c'est un peu comme le chapeau, il faut soulever le chapeau pour voir qui est en dessous. Il faut vraiment pas s'arrêter simplement au chiffre de QI parce qu'il veut pas toujours dire quelque chose. Donc c'est compliqué à définir finalement ce que c'est que le QI. Oui. C'est un quotient intellectuel. Alors sur des épreuves de raisonnement, ça comprend pas toutes les formes d'intelligence. Par exemple, il y a à l'école, on enseigne la musique de la maternelle jusqu'au doctorat à l'université, et puis à l'école normale supérieure, il y a une section musique, et il n'y a pas du tout d'épreuve d'intelligence musicale, alors que l'intelligence musicale est une forme d'intelligence et que la musique est enseignée durant toute la scolarité. D'accord. Et combien est-ce que de formes d'intelligence on distingue ? Alors, je sais pas exactement. Garner, on a listé 8. Voilà, il en a listé 8. C'est probablement plus que ça. En tout cas, lui, il en a listé 8. Ouais. Mais si on pouvait en donner quelques-unes comme ça, des formes d'intelligence. Il y a l'intelligence musicale que je viens de dire. Il y a l'intelligence relationnelle. Il y a plein de formes d'intelligence comme ça. Oui. On voit des gens qui sont capables de résoudre des problèmes de logique très compliqués, et puis dans la vie de tous les jours, ils sont très très en difficulté dans les relations avec les autres. Je dis ça parce qu'à l'heure des soft skills, des compétences, les gens sont en train de lister les formes d'intelligence qu'ils peuvent avoir et des compétences qu'ils peuvent avoir. Ces compétences douces. Est-ce que le QI qu'on mesure à un moment donné évolue au cours de la vie ? Oui, bien sûr qu'il évolue pour plusieurs raisons. Il évolue parce que le jour où on fait un test de QI, c'est ce jour-là. C'est pas la veille, c'est pas le lendemain. Donc ça, c'est un premier facteur. Le deuxième facteur, c'est que vous avez un praticien en face et que c'est pas un autre praticien. Par exemple, aux épreuves de logique verbale, il y a des réponses qui peuvent être cotées 2 points ou 1 point. Et puis des fois, la personne qui passe le test donne une réponse qui est très ambiguë entre le 1 ou le 2 points. Donc il y a une part comme ça de subjectivité qui fait que le praticien va mettre soit 1 point, soit 2 points.
ou 0 point ou 1 point. Donc ça, c'est quelque chose qui va varier d'un praticien à l'autre et puis d'un jour à l'autre. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on teste un enfant, eh bien son cerveau est en plein développement. Et donc un enfant qui est testé par exemple à 8 ans et qui se met à partir de ses 9 ans à jouer au jeu d'échecs tous les jours 1 heure parce qu'il se passionne pour ça et qu'on reteste des années après, il va avoir développé des compétences visuospatiales et donc ces épreuves de logique spatiale vont probablement être plus développées que s'il n'avait pas joué aux échecs 1 heure par jour pendant des années. Et donc à ce moment-là, son QI augmente. Bien sûr. Ouais. Il peut baisser également, on voit des QI qui baissent, notamment quand il y a des troubles associés. Un enfant qui a un trouble de l'attention, eh bien, comme c'est un trouble qui est neurodéveloppemental, qui va se marquer de plus en plus en grandissant, eh bien, il va avoir plus de difficultés d'attention, de concentration en grandissant. Donc, si on le teste, par exemple, à 8 ans, il aura un niveau d'attention de concentration. Et puis, si on le teste à 12 ans, ce niveau risque de baisser à cause du trouble de l'attention. Et à ce moment-là, il va commettre plus d'erreurs d'inattention et il va être peut-être moins concentré pendant le test de QI. Donc, il obtiendra moins de points. D'accord, mais est-ce que si on a un QI de 130 à 13 ans, par exemple, est-ce qu'on retrouve ce QI de 130 ou plus au-delà, ou alors est-ce que ça peut avoir baissé ? Tous les cas de figure existent. J'ai testé des enfants qui étaient à plus de 130 quand ils avaient 8 ans. Non, j'ai pas testé à 8 ans. Je pense à une fille qui avait fait un test chez une praticienne dans une autre région et elle a déménagé. Et puis, donc, cet enfant était avec un haut potentiel. Et des difficultés scolaires sont apparues 2 ans après à l'école. Elle était en primaire. Et donc, la famille a fait retester leur fille. Donc, pour le coup, le deuxième test, c'est moi qui l'ai fait. Et le score était dans la norme. Il n'y avait rien qui laissait penser à un haut potentiel intellectuel, à part le premier test qu'elle avait fait. Par contre, on voyait les problèmes attentionnels qui s'étaient vraiment fortement développés. Alors, on le voyait à l'école, c'est-à-dire que les enseignants disaient, elle a des problèmes d'attention, de concentration. Les parents le voyaient à la maison aussi. Et au test d'attention, on le voyait également. Donc, ça varie, oui, et dans ce cas-là, ça avait beaucoup varié. Ah oui, complètement. Parce que si elle était rentrée dans la norme, elle était autour de 90. Ouais, alors, elle était un peu plus élevée, elle était entre 100 et 110 de mémoire. Mais et dans le test, il n'y avait rien qui pouvait me laisser penser qu'elle avait un haut potentiel. À part le fait que il y avait un premier test qui avait été fait quelques années avant et qui, lui, le montrait clairement. Il y a beaucoup de clichés qui circulent sur les HPI, les enfants à haut potentiel intellectuel, que vous les listez. Finalement, comment est-ce qu'on peut expliquer leur échec scolaire ? Alors, c'est complexe, il y a plusieurs paramètres. On peut penser, d'une manière générale, que quelqu'un qui a un niveau d'intelligence supérieur à la norme et qui n'a pas de problème associé, de troubles associés, n'a pas de difficulté. On voit plein d'enfants qui sont premiers de la classe tout le temps, qui réussissent très bien aux examens, aux concours, et qui n'ont pas d'échec scolaire. Donc eux, probablement, que ce sont des enfants avec un haut potentiel et qui n'ont pas de troubles associés ou très très légers. Et puis, il y a ceux qui ont un haut potentiel intellectuel et qui ont des troubles associés. Alain Pouet, qui est médecin, il dit le haut potentiel, ça ne vaccine de rien. On peut être haut potentiel et être dyslexique, haut potentiel et avoir un syndrome d'Asperger ou être avec un trouble de l'attention. Et à ce moment-là, les troubles viennent parasiter. Alors, si on a un syndrome d'Asperger, même léger, et qui impacte les interactions sociales, ça va amener des difficultés. Alors, on parle beaucoup des Asperger aujourd'hui. Oui. Comment est-ce qu'on les détecte, les Asperger, par exemple ? Alors, en fait, c'est un trouble cognitif qui est, le diagnostic est posé par un médecin. Alors, soit un médecin pédiatre spécialisé, soit un médecin pédopsychiatre pour les enfants ou psychiatre pour les adultes. Pour poser le diagnostic, il y a la consultation du médecin spécialisé, et puis il y a des tests qui peuvent être faits, pour le coup, soit par des psychologues ou des neuropsychologues ou des psychopraticiens, etc. Et ces tests permettent de relever des signes cliniques, des éléments qui sont typiques du syndrome d'Asperger, par exemple, ou du trouble de l'attention ou d'autres. Et après, donc, le médecin va faire la consultation, il va regarder si dans la vie de la personne, il y a effectivement des difficultés de cet ordre-là, et si ça correspond aux signes cliniques relevés dans les tests. À ce moment-là, il posera le diagnostic. D'accord. Mais est-ce que les tests de QI sont de nature aujourd'hui à révéler ces troubles, ou alors il faut faire des examens, on va dire, complémentaires ? Il faut faire des examens complémentaires. Le test de QI est un peu comme une consultation chez un médecin généraliste. On a mal au ventre, on va chez le généraliste, et en fait le mal de ventre, ça peut être une gastro, ça peut être une crise de foie parce qu'on a mangé beaucoup de chocolat, ça peut être l'appendicite, etc. Et donc il va falloir identifier quelle est la nature du mal de ventre. Là, c'est pareil. Le test de QI, en fait, on va relever dans des épreuves des fonctionnements de logique, de compréhension, etc., ou de mémoire, de vitesse, de traitement. Et puis, à partir de ça, on va faire des hypothèses. On va se dire, voilà,
la mémoire de travail est faible ou plus faible que les autres épreuves de logique ou autre, peut-être qu'il y a des problèmes d'attention de concentration. Peut-être que si, par exemple, l'enfant ou l'adulte ne comprend pas la partie implicite de la consigne des épreuves, il y a un problème de langage pragmatique. L'implicite, c'est ce qu'on dit pas. Et qui va de soi, ce qui coule de source et qu'on va pas dire. Et pour donner un exemple, j'avais vu un enfant comme ça qui tous les matins était en retard pour partir à l'école. Il avait 6 ans et tous les matins il était en retard et sa mère se fâchait et l'enfant pleurait et c'était une crise tous les matins. Et il mettait jamais ses chaussures. Et sa mère lui disait mais mets tes chaussures, il les mettait jamais. Et un jour l'enfant en a eu marre de se faire disputer et il lui a dit mais je les mets où les chaussures? Alors, c'est le matin, on va à l'école. Voilà. Bah, les chaussures, on les met au pied. Oui, c'est en fait il comprenait pas l'injonction. Voilà. Ouais. Et ça, c'est une chose qu'on va dire. Enfin, on va pas tout dire. On va pas dire le matin, mets tes chaussures à tes pieds. On va juste dire, mets tes chaussures. Et c'est implicite que c'est au pied parce que c'est le matin et qu'on part à l'école. Ça, c'est l'implicite. Et dans les tests de QI, eh bien, il y a plein de consignes qui contiennent de l'implicite. Et quand la personne décode pas cet implicite, on peut penser qu'elle a un trouble du langage pragmatique. Le langage pragmatique, c'est l'implicite, la métaphore, comme ça, et puis le second degré. Donc voilà, ça va être des indices. Mais ça diagnostique pas. Après, il faut aller voir l'orthophoniste. Vous qui avez, par exemple, l'habitude de faire passer beaucoup de tests et de regarder beaucoup de résultats, vous arrivez à poser ces hypothèses, finalement. Alors, on pose des hypothèses. Voilà. On fait des hypothèses et ensuite, il faut, comme chez le médecin généraliste, on va aller voir un spécialiste, donc l'orthophoniste ou le graphothérapeute pour pouvoir affiner, ou le psychomotricien pour pouvoir affiner le diagnostic. D'où l'intérêt de bien comprendre l'enjeu de ce chiffre. Tout à fait. C'est ça que ça veut dire. C'est que derrière ce chiffre, il y a des réalités tout à fait multiples. Voilà, qui sont variées et qui sont vraiment propres à chaque personne. Vous racontez par exemple, il y a l'histoire d'une adolescente qui est donc à un haut potentiel, mais finalement qui a un comportement en classe qui désarçonne complètement ses professeurs parce que ils pensent qu'elle se moque d'eux ou elle est avec une attitude très hautaine, qu'ils prennent pour de l'insolence. Voilà. Donc la description faite par les enseignants, c'est ça, c'est de l'insolence, c'est un comportement hautain. Alors qu'elle n'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'elle n'a pas du tout l'envie, l'intention d'être hautaine ou insolente. Hein, pas du tout. Par contre, elle laisse paraître ça. Et même les parents le pensent, d'ailleurs. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'effectivement, elle se retrouve avec des gens qui ne comprennent pas son comportement. Oui. Et pour elle, en fait, il y avait d'associé à la précocité intellectuelle, à ce haut potentiel, il y avait un syndrome d'Asperger assez léger, mais qui était quand même suffisamment là pour perturber, rendre difficiles les interactions sociales. Et ça, donc, ce sont des tests complémentaires qui permettent de le révéler et ensuite on traite. Oui, tout à fait. Après, il y a des prises en charge pour le syndrome d'Asperger, plutôt thérapeutique, de type psychothérapie. Alors, pas de la psychothérapie psychanalytique, mais plutôt de la thérapie d'habileté sociale. On travaille sur les habiletés des relations sociales. On développe ces comportements-là, Des Asperger, on dit qu'ils ont une mémoire très précise, une mémoire photographique de certains. Alors certains, effectivement. Là aussi, sur les Asperger, il y a des clichés, en fait. On a des séries télévisées, on voit des Asperger qui sont effectivement des gens qui sont extrêmement intelligents et avec une mémoire incroyable. Ils sont pas tous comme ça. Là, il y a souvent une conjonction syndrome d'Asperger plus haut potentiel intellectuel. Mais on peut avoir un syndrome d'Asperger sans haut potentiel intellectuel. Et donc, à ce moment-là, il n'y a pas forcément toutes ces performances élevées sur la mémoire. On dit qu'ils peuvent reproduire des villes. Enfin, voilà. Oui, mais il y en a. Mais c'est ce que véhicule, c'est exceptionnel. Et c'est ce que véhicule aussi peut-être la télévision, les reportages. Ce qui fait qu'on a une vision qui est fausse. Oui, tout à fait. C'est comme les enfants qui ont un trouble de l'attention. Si on fait un reportage à la télévision avec un enfant qui a un trouble de l'attention. Très à la mode, le trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Alors, si on fait un reportage télévisé avec des enfants qui ont un trouble de l'attention, et puis ils n'ont pas d'hyperactivité, on va zapper parce qu'ils bougent pas. Par contre, s'ils ont une hyperactivité très très forte, dominante, et qui courent partout, qui bougent tout le temps, on va être attiré par l'émission et on va regarder. Mais c'est pas représentatif. La majeure partie des enfants qui ont un trouble de l'attention n'ont pas cette hyperactivité qu'on voit dans les reportages. Sébastien Vaumoron est mon invité. Alors, je rappelle le titre de votre livre, Test de QI et que faire après aux éditions Tom Pouce. Vous posez vos questions au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. À votre santé, revient dans un instant.
9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, et si vous voulez tout savoir sur le QI, vous pouvez lire le livre de mon invité ce matin qui s'appelle Sébastien Vaumoron et qui publie Test de QI et que faire après, pour l'interrogation, aux éditions de Tom Pouce. On a Sonia qui est avec nous au standard au 01 53 48 3000. Sonia, bienvenue sur Beurre FM. Oui, bonjour. Bonjour Sonia. Mais voilà, je vous contacte parce que j'ai tilté, j'ai allumé la radio là il y a à peine 10 minutes. Voilà, donc j'ai 3 enfants, 2 filles et un gars. Et mon petit dernier, j'ai eu beaucoup de soucis, donc il a 9 ans et demi aujourd'hui. Donc à l'école, on m'a conseillé plein de choses, pédopsychologue, psychomotricienne. Donc je l'ai emmené partout. Il n'y a eu aucun effet. Enfin, le pédopsychologue m'a dit je peux rien faire pour vous. La psychomotricienne ça commence bien. Je peux rien faire pour vous, ça commence bien, franchement. Ah, alors voilà, tiens, Sonia, rappelez-nous parce que attendez, je crois qu'on peut rien faire pour vous non plus au niveau du téléphone. Rappelez-nous au 01 53 48 3000. À quel moment les parents qui nous écoutent, par exemple, pourraient imaginer d'aller faire tester leur enfant? Eh bien, quand il y a... C'est pas systématique, non, faut pas y aller. Non, faut pas y aller comme ça. Parce que c'est la mode et parce que les enfants du voisin ou du cousin ou de la belle-sœur ont été testés et que finalement ils sont tous au potentiel. Non, c'est pas utile de le faire comme ça. Non, il faut faire un test de QI quand on s'interroge sur des difficultés. Là, ce qu'on entendait tout à l'heure avec Sonia, c'est ça. Il y a des difficultés. L'école dit voilà, il y a des problèmes. Et là, il faut effectivement aller identifier la nature des problèmes. C'est pas quand ça va bien et qu'on a un gamin trop intelligent qu'il faut aller le faire tester. Non, c'est pas nécessaire. Quand tout va bien, tout va bien. Pourquoi y aller? Non. Alors Sonia. Oui, ça. Bon, alors le pédopsychiatre ne pouvait rien pour vous. Non, il pouvait rien parce qu'elle me disait que pour elle, il avait aucun souci, que tout allait bien. Donc, alors après, on m'a conseillé une psychomotricienne quand il a changé de classe parce que sa maîtresse avait vu qu'il écrivait avec 4 doigts, qu'il n'était pas concentré. Donc c'était ça, c'est quand même un enfant qui est très hautain. On sent, il nous regarde pas quand on lui parle. Il est donc bon, je l'ai emmené voir la psychomotricienne. J'ai eu presque 6 mois, je crois. Donc toutes les semaines un rendez-vous d'une demi-heure. Franchement, j'ai pas vu de résultats spécifiques. Je l'ai quand même emmené parce que je me suis dit bon, ça va peut-être lui faire du bien. Et finalement là, quand j'ai entendu un petit peu ce que vous disiez, je me suis dit mais finalement c'est tout à fait lui. Donc qui est-ce que je dois finalement aller voir? Est-ce que je dois faire un examen de QI pour que derrière il y ait un suivi? La première chose qu'il faudrait faire, c'est de faire passer un test de QI. Pour pouvoir identifier où sont des difficultés au niveau peut-être de la mémoire de travail, du raisonnement logique, etc. Et puis des bilans complémentaires au niveau de l'attention. Si l'école dit qu'il y a des problèmes de concentration, il faut faire ça. Ce qui est bizarre, c'est que là, on est face à une maman à qui on n'a pas proposé tout ça. Vous voyez, ça me paraît bizarre. Oui. Alors, les enseignants sont peu formés sur les tests de QI. Donc ils n'ont pas cette possibilité. Alors certains se forment effectivement en dehors, il y a des formations proposées par l'Éducation nationale et j'en fais, mais tous les enseignants n'ont pas forcément ces connaissances-là. Par contre, le psychologue ou la psychologue qui a été consulté aurait pu proposer ça, de faire déjà un test. Et puis, il y a peut-être un test d'attention à faire en plus, il y a des problèmes d'attention. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, le test de QI, c'est pas un diagnostic. Non, pas du tout. Non, c'est pas un diagnostic. C'est un examen qui permet de mesurer des fonctionnements et voir ce qui dysfonctionne. Et ensuite, on fait des hypothèses et après, il faut approfondir. On a toujours l'auditrice en ligne? Oui, Sonia. Oui, je suis là. Les séances de psychomotricité, c'était pourquoi? C'était pour du graphisme? Oui, tout à fait. C'était graphisme. Donc, il avait énormément de mal à... Alors, au niveau des résultats à l'école, il est quand même très bon. Il tient bien. Donc, c'est pour ça que je me... Il est en quelle classe, là? Là, il passe en CM1. D'accord. Et donc, le graphisme s'est amélioré avec la rééducation ou pas? Oui, un petit peu. Mais il a quand même encore du mal. Mais un petit peu, ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un bilan orthoptique de fait, un bilan neurovisuel? Non. Alors, c'est important parce qu'en fait, l'écriture, ce sont 2 choses. L'écriture, c'est un mouvement de la main. Et donc, la psychomotricité permet de rééduquer le mouvement de la main. Mais ce qui guide la main pour écrire, ce sont les yeux. Donc, s'il y a un trouble neurovisuel, eh bien, on peut rééduquer la main. Les yeux guident toujours mal et ça n'a rien à voir avec la dyspraxie, par exemple. Ah, ça peut être associé, si. Alors, quoi qui n'a rien à voir avec la dyspraxie? Le fait d'écrire, d'avoir une mauvaise écriture et d'avoir un mauvais geste, par exemple. Oui, alors la dyspraxie, c'est un trouble du mouvement. Et donc l'écriture fait partie des mouvements. C'est un mouvement
fin. C'est pas coordonné en fait. Voilà. Alors, mais il y a plusieurs causes possibles. Et donc, peut-être qu'il y a que votre enfant a un trouble neurovisuel qui n'a pas été diagnostiqué et rééduqué. Et si c'était fait, l'écriture s'améliorerait nettement plus. Ah oui, c'est illisible. C'est illisible. Non, illisible. Donc, il y a vraiment... Il écrit où c'est très gros, où c'est des petites pattes de mouche. De mouche, ouais. D'accord. Ouais. Donc, à ce moment-là, il faut peut-être... Il va faire docteur, lui. Hein. Il faut peut-être... C'est un futur docteur, là, Sonia. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est faire un bilan non pas psychomoteur, mais un bilan chez un graphothérapeute qui lui est spécialisé en écriture. Et puis, vous pouvez faire un bilan orthoptique fonctionnel. Et ça va permettre d'évaluer le système neurovisuel. Donc, le bilan orthoptique fonctionnel, il est sur prescription médicale. Donc, il faut voir votre médecin pour qu'il fasse une ordonnance. Et c'est remboursé par la sécurité sociale. Voilà. D'accord, ok, je vais m'enseigner pour tout ça. Et puis pour les problèmes d'attention de concentration, l'idéal, ça serait de faire un test de QI et un test d'attention. D'accord. Et le test de QI, on le fait où? Enfin, alors, c'est une bonne question. Oui. Qui est habilité à faire passer un test de QI? Alors, les tests de QI et d'autres tests sont pas réglementés par la loi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'encadrement juridique qui dit que telle profession ou telle autre profession peut les faire. Donc, ce sont les conditions générales de vente de l'éditeur qui ouvrent l'usage des tests à une dizaine de professions. Alors, le plus souvent, ce sont des psychologues qui le font, mais ça n'est pas réservé aux psychologues. Voilà. Ce sont les conditions de vente qui régissent l'usage des tests. Donc, vous pouvez consulter soit le centre médico-psychologique, le CMP, de votre secteur. Ils ont des psychologues qui peuvent faire passer des tests. Sonia, vous habitez où, vous? Bon, on le saura jamais. Voilà. Trop de suspense. Mais Sonia, écoute. Donc, on peut faire appel au CMP, au centre médico-psychologique. Il y a les centres médico-psychopédagogiques, les CMPP. Et puis après, en libéral, des praticiens qui indiquent qu'ils font passer les tests. Le plus simple et le mieux, c'est d'abord de passer par une association de famille. Parce que les associations de famille, eux, ils savent quels sont les praticiens qui sont vraiment spécialisés sur ces troubles-là. Alors, on a beaucoup parlé ce matin de ces fameux troubles du déficit de l'attention, les TDA. Ils sont en augmentation ou pas? Oui. Alors, les études montrent que alors, sauf en France. En France, c'est un peu particulier. C'est un peu comme Tchernobyl, vous savez. Ça s'est arrêté. Voilà, ça s'arrête à la frontière, le nuage. Le reste, c'est un peu pareil. Donc en France, on dit qu'il y a entre 2 et 5%. Et quand on passe les frontières, et notamment les dernières études de l'an dernier aux États-Unis, on est plutôt à 12-15% d'enfants qui naissent avec des signes de troubles de l'attention. Voilà. Donc qu'est-ce qui permet d'alerter les parents? Alors, écoutez, les signes les plus visibles, c'est les problèmes d'attention, de concentration. Alors, ça peut se voir à table, l'enfant qui est tout le temps distrait, avec une grande distractibilité. Il y a deux formes de distraction. Il y a ce qu'on appelle les distractions internes, c'est-à-dire je me mets à penser à autre chose. On me parle et je me mets à penser à autre chose. Ça, c'est une distraction interne. Et puis, il y a les distractions externes, c'est-à-dire vous dites à votre enfant d'aller chercher quelque chose dans sa chambre. Il y va et sur le chemin, il voit quelque chose qui le distrait. Voilà. Et puis, il va aller lire un livre ou prendre un jouet au lieu de ramener la chose qu'il devait aller chercher. Donc ça, c'est les distractions externes. Et puis, avec les problèmes d'attention, peuvent être associés de l'hyperactivité. Et là, il y a plusieurs formes d'hyperactivité. Il y a la dominante où l'enfant bouge tout le temps, quasiment tout le temps. Et ça, c'est très rare. Mais par contre, c'est ce qu'on voit dans les reportages télévisés. Ceci dit, le métier d'un enfant, c'est d'être un enfant. Donc, tout à fait. Un enfant, ça bouge, ça tient pas à table, ça court. Oui, alors ça crie même. C'est normal de courir et de crier, etc. Par contre, il y a des situations où il faut être calme, posé. Et quand l'enfant n'y arrive pas, malgré la nécessité de l'être, et puis parfois malgré des sanctions, des punitions, etc., qui sont données soit par les parents, soit par les enseignants, et là, c'est que l'enfant ne le fait pas exprès. C'est qu'il n'arrive pas à le faire. Et là, peut-être qu'il y a un trouble de l'attention avec de l'hyperactivité derrière. D'accord. Donc vous dites qu'il existe des bilans attentionnels de l'attention. Oui. C'est des tests. Alors, oui, ce sont des tests. Ça consiste en quoi ces tests? Alors moi j'utilise le test qui s'appelle NEPSI. Donc on mesure NEPSI 2. NEPSI 2, oui. Ouais. Donc la deuxième version, la plus récente. Donc on mesure l'attention auditive, c'est-à-dire la capacité de l'enfant à rester attentif sur ce qu'il écoute. Donc il y a de l'attention auditive sélective sur une seule tâche et puis en double tâche. Il y a de l'attention visuelle en lecture, mais c'est de la lecture très simple. On lit des carrés et des ronds. Donc il n'y a pas de problème d'apprentissage de la lecture d'une langue. C'est juste des carrés et des ronds et ça, il reconnaît ça depuis qu'il est tout petit. Il y a des épreuves de planification de tâches en autonomie et sur consigne orale. Voilà. Et puis je fais toujours passer avec des épreuves de perception sociale.
pour voir s'il décode bien les émotions. Souvent, il y a des difficultés de repérage des émotions. Chez les enfants qui ont un trouble de l'attention, il y a souvent peu d'émotions. Souvent, ils sont contents, pas contents. Soit ils sont joyeux, soit ils sont en colère. Et donc, ces épreuves de perception sociale comprennent la reconnaissance des émotions et puis la théorie de l'esprit, qui est le fait de deviner les intentions des autres. Le bilan attentionnel, donc. Oui, c'est le bilan attentionnel. Ouais. On peut le faire à partir de quel âge, ça ? Ça démarre à 5 ans. Et les épreuves en double tâche démarrent à partir de 7 ans. Donc, c'est mieux d'attendre l'âge de 7 ans. Mais s'il y a vraiment des difficultés importantes et qu'il faut un diagnostic par un médecin rapide, on peut démarrer à 5 ans. Et donc là, à ce moment-là, on peut mesurer l'hyperactivité d'un enfant. Alors, l'hyperactivité, on la mesure pas à ces tests. L'hyperactivité, elle, on va l'identifier par le récit des parents qui vivent avec l'enfant, le récit des enseignants qui ont l'enfant en charge toute la journée à l'école. Et parce qu'en fait, à la consultation, si vous voulez, un enfant qui passe un quart d'heure dans un bureau de médecin généraliste ou une demi-heure ou une heure chez un psy, il peut très bien, pendant cette demi-heure ou cette heure ou ce quart d'heure, être très calme. Et puis, toute la matinée avant, il était ingérable et tout le reste de l'après-midi, il est ingérable. Donc, c'est pas simplement le fait de voir qu'à la consultation, l'enfant est calme ou pas calme qui va permettre de faire l'hypothèse. C'est vraiment de questionner les parents parce que c'est eux qui vivent avec, et puis les enseignants parce que ce sont eux qui gèrent l'enfant dans la classe toute la journée. Et eux, ils savent. Le psy, lui, va collecter les informations, mais l'observation d'une demi-heure dans un bureau... C'est un enfant qui est épuisant, c'est quoi ? Un enfant qui a de l'hyperactivité, c'est un enfant qui n'arrive pas à rester sans mouvement. C'est un enfant qui, soit va tout le temps se balancer sur sa chaise à l'école, qui va toujours faire tourner des stylos. Les filles, souvent, c'est discret parce qu'elles font tourner les cheveux. Voilà, et donc ça se voit pas très bien, ça s'identifie pas, mais elles sont toujours en mouvement. C'est un enfant qui va se lever ou qui va prendre la parole quand il y a des problèmes d'inhibition. Il y a de l'impulsivité, ils n'arrivent pas à contrôler leur prise de parole, leurs idées sont là, il faut les dire tout de suite. Et donc ça, c'est des signes qui alertent. Ça fait pas un diagnostic, ça alerte. On a parlé, on parle toujours des hauts potentiels. On parle pas de ceux qui n'ont pas rarement de ceux qui sont de l'autre côté du spectre, qui ont des QI assez bas. Et pourtant, un QI de 60 ou 75, c'est pas un enfant qui n'est pas intelligent. Alors, même si ça peut vouloir le dire. Alors, c'est complexe. Alors, à 60, on est dans une zone de déficience intellectuelle. Donc, ça veut dire que ce sont des enfants qui n'arrivent pas à résoudre des problèmes de logique qu'ils devraient résoudre à leur âge. Et donc, ça les met, la plupart du temps, en très grande difficulté d'apprentissage. Et dans les situations les plus compliquées, ils n'arrivent pas à apprendre à lire et à écrire. Et puis, il y a, et j'en ai vu, et j'en parle dans le livre, il y a des exemples comme ça, je pense à des adolescents qui sont arrivés au collège et quand on fait un test de QI, ils sont avec un QI très bas, aux alentours de 70-80. Et en fait, ce sont des enfants qui, on l'a vu après parce qu'il y a eu des bilans complémentaires, ils ont vu des médecins spécialisés. C'est des enfants qu'on peut mal orienter finalement scolairement. Voilà. Donc ils ont des troubles associés et qui sont des troubles lourds et ça impacte fortement la passation du test de QI et les apprentissages. Et en fait, ce sont des enfants qui peuvent être orientés vers une classe de SECPA alors que ça leur est pas du tout adapté, pas du tout. Et ça arrive malheureusement, oui. Comment on les prend en charge alors, ces enfants ? D'où la nécessité de faire un test de QI et d'aller au-delà du test de QI et de faire des bilans d'attention, un bilan chez une orthophoniste, en graphomotricité, etc. Parce qu'on peut rééduquer le trouble de l'attention, ça se prend très bien en charge. On sait bien prendre le trouble de l'attention en charge. Et quand il est pris en charge, eh bien, un trouble de l'attention, c'est un peu comme un frein à main sur une voiture. C'est comme si on roulait avec le frein à main serré. Alors, des fois, il est un petit peu serré, des fois, il est beaucoup serré. Et quand on prend en charge le trouble de l'attention, on desserre le frein à main. D'accord. Mais on le prend en charge comment ? Est-ce qu'on le prend en charge de façon médicamenteuse, comme on l'entend beaucoup, ou est-ce qu'on le prend en charge différemment ? Alors, il faut prendre un peu de recul avec ça. Donc, il y a dans le trouble de l'attention, il y a plusieurs possibilités. Ce qu'on sait, c'est que globalement, la psychothérapie traditionnelle ne fonctionne pas. On peut faire 2 séances de psychothérapie par semaine, ça va pas développer la mémoire de travail ou l'attention en double tâche. Voilà. C'est un entraînement intellectuel. Donc, il y a des programmes d'entraînement de l'attention, de la concentration. Il y a un programme qui s'appelle CogMed, qui est distribué par le même éditeur que celui qui fait les tests de QI, et qui a un programme qui a été conçu par des neurologues et qui fonctionne plutôt bien. Voilà, il y a eu de la recherche médicale. Il y a Stanislas Dehaene qui travaille pour... Voilà, Stanislas Dehaene. Grand spécialiste du cerveau. Oui, Stanislas Dehaene en parle dans une de ses conférences au Collège de France sur l'attention. Voilà, il dit qu'il y a des études qui montrent que c'est aussi efficace que la Ritaline, qui est le médicament. Je pensais à la Ritaline, ce fameux médicament qu'on a tendance à donner de façon un peu systématique à des enfants hyperactifs. Donc la Ritaline, elle augmente l'attention et l'effet secondaire, c'est de baisser l'hyperactivité.
Cela dit, en France, on prescrit moins de Ritaline que dans la moyenne des pays européens. On en parle beaucoup en France, mais en réalité, on est en dessous des prescriptions européennes et américaines. Alors, c'est très, très réglementé en France, alors qu'aux États-Unis, ça l'est beaucoup moins. Donc, aux États-Unis, n'importe quel médecin peut prescrire de la Ritaline comme ça sur une simple consultation. En France, c'est pas le cas. Il faut que ce soit un médecin pédiatre ou pédopsychiatre et qui travaille à l'hôpital, qui fasse la première prescription. Voilà. Donc on peut faire des programmes, ce qu'on appelle donc de la remédiation cognitive, c'est le programme d'entraînement de la mémoire et de l'attention. D'accord. Il y a à côté de ça, il y a les médicaments effectivement qui agissent eux sur la dopamine. Alors le programme CogMed ou d'autres programmes eux vont développer la connexion entre les neurones, vont développer les capacités plastiques du cerveau, alors que le médicament lui va agir sur la dopamine qui passe entre les neurones. Voilà, donc c'est deux modes d'action différents. De prise en charge donc de l'hyperactivité chez les enfants. Ouais, alors pour l'hyperactivité, c'est principalement ça qui marche, le médicament, parce que c'est quand même très puissant, c'est un dérivé d'amphétamine, c'est quand même très puissant. Cela dit, au Québec, il y a beaucoup de recherches et ils expérimentent directement dans des classes, ils ont des centres de recherche associés à des écoles, ils expérimentent dans des classes et des aménagements scolaires permettent d'obtenir des résultats aussi performants que la Ritaline. Mais ça veut dire des aménagements scolaires importants, avec des pupitres, avec des pédaliers de vélo, un peu comme on voit dans les gares pour charger le téléphone, avec l'autorisation de se lever, etc., avec un encadrement particulier. Ouais. Et bien sûr des profs qui sont formés à ça. Bien entendu, des enseignants formés. C'est ça qu'il faut dire. Un résultat de QI, c'est valable combien de temps à peu près ? Alors, on peut dire... une durée de validité de combien ? Alors, ça dépend de l'âge, parce qu'en fait, si j'ai 6 ans et que je passe un test de QI, mon cerveau est en plein développement. Donc, il est possible que je développe plus certaines compétences ou moins d'autres compétences. Il est possible que j'ai un trouble associé qui impacte. Donc, 2 ans après, on considère chez l'enfant et l'adolescent qu'un test de QI a une validité de 2 ans. À 30 ans, par exemple ? À 30 ans, à moins qu'il y ait un accident, un AVC, qu'il y ait un trauma crânien, etc., c'est valable de longues années. Il n'y a pas nécessité de refaire un test de QI. Même si on continue à s'entraîner Alors si on continue à s'entraîner pour développer ses compétences et qu'on est dans le challenge et qu'on veut se remesurer, après on peut le faire. Personnellement, je vois pas l'intérêt. Ceux qui se préparent justement à passer des tests de QI, parce qu'aujourd'hui il y a plein de bouquins qui existent. Est-ce que ça a un sens ? Non. Est-ce qu'on arrive justement à contourner les tests et à... Je pense pas. Non. Je pense pas. Que ça a un sens, non, parce qu'en fait l'intérêt du test de QI, c'est de voir comment on fonctionne à ce moment-là. Alors, il y a des choses qui développent. Et effectivement, un enfant qui fait des sudoku pendant 1 heure tous les jours va développer de la mémoire, évidemment. Mais on s'entraîne pas pour. Non. Sébastien Vaumoron est avec nous. Donc, test de QI et que faire après. Je conseille votre livre aux éditions Tom Pouce. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Beurre FM, 9h-10h, à votre santé avec Philippe Robichon.